monde. Ça, c'est la troisième séance de la stratégie digitale et la communication digitale qu'on a entamée il y a une semaine. Lors de la première séance, on avait passé en revue quelques éléments de base par rapport à ce que c'est que de faire de la communication digitale. Et lors de la deuxième, on a passé en revue un canevas que vous pouvez utiliser pour monter une stratégie digitale en respectant un certain nombre d'étapes que nous avons expliquées et qui sont disponibles à la fois sur la page Facebook en enregistrement. Ils sont également disponibles sur YouTube, sur la chaîne Qaraya Fdar. Et après la séance, j'ai eu quelques demandes de donner quelques exemples palpables par rapport à l'application de ce canevas-là. Chose qu'on va dérouler aujourd'hui. J'avais partagé avec vous le souci que j'avais, c'était celui de la confidentialité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aujourd'hui rendre public des stratégies digitales que notre agence avait réalisées pour certains de ses clients. Et donc j'ai trouvé un compromis avec une campagne que nous avions menée en tant qu'agence citoyenne lors de la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde. Et donc, on va passer en revue ça en sachant que vraiment c'était de la post-rationalisation, c'est-à-dire que ce que je vais dérouler avec vous, c'est pas un exercice que nous avions fait d'une manière formalisée à l'époque, étant donné que quand on fait de la strat digitale et quand on monte des campagnes digitales, ça devient une seconde nature et on arrive à se détacher un peu du document et le faire d'une manière intuitive. Donc, ce que vous allez voir, c'est comme j'ai dit, une post-rationalisation, c'est-à-dire qu'on a revu l'ensemble des étapes par lesquelles on est passé pour pouvoir livrer cette campagne-là, que je vais vous rappeler parce que c'était une des campagnes les plus visibles que le Maroc a connues en digital, et on va la dérouler ensemble. Je rappelle avant de démarrer, pour ceux qui n'ont pas forcément vu et assisté à la première séance, que on découpe l'exercice en 5 principales étapes auxquelles on peut en rajouter une. Je vais la rappeler. Donc, on démarre par un cadrage où on donne des éléments de contexte par rapport à notre approche et par rapport à la campagne qu'on veut mener. Puis, on fait une phase d'immersion, c'est-à-dire qu'on regarde quels sont les codes de communication du secteur, quels sont les benchmarks utiles à prendre en considération, quelles sont les performances de nos concurrents et comment ils se positionnent en digital. Et aussi, on check un peu si disponible des études qui pourraient éventuellement nous guider et nous faciliter la prise de décision dans l'étape qui suit, c'est-à-dire celle des parties prises stratégiques. Je rappelle qu'il est indispensable de conclure la phase immersion par des learnings qui servent en fait de grille de lecture par rapport à tout ce qui va être fait après. Ensuite, on attaque la phase conception, c'est-à-dire là, on décide des parties prises stratégiques à la fois sur le volet média et sur le volet contenu. Dans cet exercice-là, je me suis limité à la partie contenu, mais on pourrait éventuellement dédier une séance spécifique au volet média. Puis, on passe à la partie création, dans laquelle on déroule l'ensemble des idées qui pourraient donner vie à ces parties stratégiques-là. Et enfin, pardon, on conclut avec le déploiement, c'est-à-dire l'ensemble des KPIs qui vont être scrutés et analysés après campagne et même pendant la campagne. Et ça me fait une transition par rapport au point d'après, c'est-à-dire que, comme j'ai dit et j'ai redit, le digital nous donne ce confort-là de pouvoir réguler une campagne si on se rend compte qu'on n'arrive pas à atteindre au fur et à mesure qu'on avance dans les jours et dans les semaines les objectifs sur lesquels on était parti. Et donc, c'est la fameuse étape First Moment of Truth que j'avais expliqué. Et donc, vous pouvez anticiper en décidant d'un certain nombre de paramètres à surveiller de près et des plans B si jamais vous n'arrivez pas à les atteindre. Et on démarre donc, je disais que c'est une campagne interne et je parle bien de Memkench 2026
une campagne que nous avions menée avec le fameux influenceur Saad Abid. Pour donner un peu des éléments de contexte par rapport à l'organisation de cette campagne, Saad était venu nous voir avec justement cette idée folle de parcourir le monde pour aller recueillir des messages de soutien de la part de sportifs et de célébrités par rapport à cette candidature-là. Et il nous avait demandé à l'époque, comme c'est un ami de l'agence, de mener cette campagne avec lui et de la cadrer justement pour la transformer en campagne et non pas comme initiative, initiative personnelle prise par SAD. Et donc, ça, c'est quelques éléments de rappel par rapport à ce que c'était. Donc, 26 pays en 26 jours pour soutenir la candidature du Maroc par rapport justement à l'organisation de cette Coupe du Monde. Puis, on a donc recadré un peu le besoin de ce qu'on avait à faire. On était parti un peu d'insights et d'éléments de base qui sont le fait que le Maroc, si ma mémoire est bonne, se portait candidat pour la 10e fois, je pense, pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Et puis, on a vu un peu l'avalanche de scepticisme qui s'était abattu sur les réseaux sociaux et sur cette candidature-là, avec des gens qui n'y croyaient pas du tout et qui estimaient que le Maroc avait mieux que ça à faire que d'organiser une Coupe du Monde. Et donc, on avait en fait un rejet quasi unanime de cette initiative-là, de se porter candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde. Et le troisième élément de contexte, c'est justement le fait que ce soit concentré principalement sur les réseaux sociaux et principalement sur Facebook, où on voyait se démultiplier les messages qui critiquaient un peu cette approche-là et cette initiative. Donc ça, c'est un peu dans quoi on s'était embarqué, en sachant, et je le dis, et je l'ai rappelé dans des articles qui ont suivi la campagne, c'est que jamais de chez jamais, cette campagne que nous avions menée avec Saad avait pour objectif de dire que nous allions d'une manière certaine gagner cette course-là. Un, et deux, ça n'avait pas pour objectif de faire gagner cette candidature-là. Notre objectif était extrêmement clair et prononcé dès le début, c'est que c'était un message d'espoir adressé aux Marocains par rapport à cette attitude un peu fataliste qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu les éléments de contexte par rapport à la campagne que nous avions menée. Et puis, si vous vous rappelez, lors de la formation, lors de la séance d'avant, on s'était dit que c'est super important de bien connaître justement ces objectifs-là et de les désigner sur les 4 niveaux qu'on avait déroulés lors de la première séance, c'est-à-dire la notoriété, l'image, le trafic et la génération de leads. Sur cette campagne, on avait clairement 2 objectifs prioritaires. Le premier, c'est la notoriété, c'est-à-dire faire en sorte de faire connaître cette candidature-là auprès d'une cible internationale, pas uniquement les Marocains qui étaient déjà au courant. Et dans cette cible internationale, on avait aussi un petit cœur de cible qui était celui des MRE, qui étaient les Marocains exportés à l'étranger, qui étaient de bons ambassadeurs à cette candidature-là. Donc ça, c'est le volet un peu notoriété qu'on devait couvrir si on avait les moyens qu'il fallait en social media, sur YouTube et en display. Je rappelle que le tout était au tout départ une initiative personnelle de chez SAD et puis notre agence s'était greffée dessus en donnant aussi du sien pour y contribuer. Et donc on avait des moyens extrêmement limités pour mener cette campagne-là. Et donc, on avait concentré les efforts sur le social media et sur YouTube avec un petit budget média qu'on avait consacré à la campagne pour booster les différentes prises de parole jusqu'à ce que la sauce prenne et que les célébrités commencent à nous rejoindre. Puis, on avait un objectif d'image, c'est-à-dire faire en sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire changer de perception aux Marocains, essayer d'insuffler un petit air et un petit souffle d'espoir par rapport à cette candidature-là. Et si on devait absolument le faire, qu'on le fasse avec un minimum d'optimisme et non pas de fatalité comme on l'avait senti au début. Donc, une fois que ces objectifs-là étaient fixés, on a commencé en fait à travailler justement avec ça dans la boucle, à recadrer cette campagne-là. Et ça, c'est des éléments d'immersion que nous avons
pas forcément formalisés à l'époque, mais je les ai un peu rappelés ici en guise justement de support de soutien de ce qu'on est en train d'avancer. Donc, si on devait faire à l'époque une immersion, il fallait absolument faire un cadrage des codes de communication quand il s'agit d'une cause nationale. Et en fait, que ce soit pour une cause nationale ou bien une cause citoyenne, il y a différentes méthodes qui sont utilisées par les annonceurs et par les marques et par les associations. On peut en énumérer quelques-unes ici dans la phase d'immersion. La toute première, c'est choquer l'audience pour marquer les esprits. C'est une technique qui est utilisée principalement dans le cadre de campagnes destinées typiquement à de la prévention routière ou de la prévention contre des maladies graves comme le sida, etc. Où on fait délibérément en fait en sorte de choquer l'audience pour les inciter à éviter de loin ou de près toutes les raisons et les causes éventuelles qu'un drame de ce genre se produise, en sachant qu'on peut le faire bien sûr avec une note d'humour s'il le faut. Je vais dérouler la vidéo que j'ai mise sur cette slide-là et puis les vidéos que j'ai sur YouTube, en espérant que vous allez arriver à travers le live à les voir correctement. Donc ça, c'est une campagne qui a été menée en Suisse pour la prévention routière et vous allez voir qu'elle elle choque pas mal. Hop. Donc, comme vous avez pu le voir, la vidéo est assez choquante et ça a été fait d'une manière délibérée et elle est devenue très virale dans un laps de temps relativement court. Et ça a servi justement à passer le message et à éveiller un peu les esprits par rapport au risque de la route. Puis on a un deuxième moyen, c'est toucher émotionnellement les gens. Et ça, c'est un deuxième exemple de campagne. En fait, ce que je vous propose pour ne pas passer beaucoup de temps à dérouler les vidéos, c'est de vous mettre les liens de chaque référence sur ce live-là sous forme de commentaires et puis vous pouvez les dérouler tout seul. Donc, toucher émotionnellement les gens, là, c'est le cas dans cette vidéo-là où on a en fait un père avec son enfant qui subissent un accident à cause du manque d'attention de la part du père pendant qu'il essayait de traverser la route. Euh, puis, on a une autre approche, c'est celle de sensibiliser. Là, c'est une campagne qui a été menée par Renault Maroc euh, par rapport justement à une plateforme qui s'appelle Case et qui visait un peu à sensibiliser d'une manière entre guillemets ludique. Alors je vois des questions par rapport aux vidéos. Je vais effectivement les partager après le live. Euh, là, c'est une vidéo, je disais, qui est sous forme de clip, qui a regroupé un certain nombre de chanteurs et d'artistes marocains autour d'une thématique et l'idée était bien sûr de sensibiliser les gens par rapport à ça. Puis on passe à l'influence marketing. Ça, c'est une plateforme qui est devenue une référence en la matière, qui a été menée par une association qui s'appelle ALCS et qui a créé une plateforme qui disait qu'un certain nombre de célébrités super connues étaient décédées. Et en fait, donc il y avait un peu de tout, différents territoires, des présentateurs radio, des chanteurs, des sportifs, etc. Et ce qui s'était passé, c'est que ces gens-là n'étaient pas décédés réellement, mais elles étaient décédées digitalement. C'est-à-dire quand on voit
un peu comment les gens sont attachés à leurs célébrités sur les réseaux sociaux. Bah, ces célébrités-là ont posté des vidéos où ils disaient je ne vais plus faire un seul post jusqu'à ce qu'on atteigne 1 million de dollars de dons qui vont aller à cette association-là. Entre-temps, pas un tweet, pas un post Instagram, pas un post Facebook, jusqu'à ce qu'on atteigne cette cagnotte-là. Et ça, c'est une forme d'influence marketing qui marche aussi extrêmement bien dans le cadre de ces campagnes-là. Et puis la dernière, et que nous avions utilisé comme benchmark quand on avait monté justement Memkench 2026, c'est aller chercher une viralité, c'est-à-dire une logique pyramidale qui a été vue et revue sur Ice Bucket Challenge. Vous en rappelez certainement, c'est une campagne qui a fait le tour du monde, primée un peu partout dans les festivals de créa dans le monde. Et donc l'idée était de se verser un seau de glace sur la tête et ou faire un don à l'association ASM. Donc voilà un peu les, euh, les codes de communication qu'on pouvait dérouler. Je rappelle que tout ça, ce que vous voyez, c'est de la post-rationalisation qu'on pouvait faire dans le cadre de cette campagne-là. Et clairement, vous l'avez compris, Memkench 2026 a plus penché vers une logique virale, c'est-à-dire avoir une logique pyramidale où les célébrités devaient taguer une autre célébrité et où les Marocains devaient taguer d'autres Marocains pour les inciter à créer des vidéos avec la fameuse symbolique qu'on avait installée, qui est le souffle, et sur laquelle je vais revenir un peu plus loin. Ensuite, on a aussi l'analyse du comportement de notre cible, de notre audience. Là, c'est comment on peut décrire sur la base d'un certain nombre d'études notre cible qui est les millennials et qui étaient les plus sceptiques et les plus expressives quand l'annonce de la candidature a été faite. Et donc ça, c'est un cadrage de ce qui plaît à ces gens-là. Et le point qui est le plus important dans ce cadrage-là, c'est à quel point ces gens sont sensibles à des opérations qui font vivre une expérience, ce qui était le cas pour Memkench 2026, et des opérations qui étaient menées par des leaders d'opinion ou bien des influenceurs. Et aujourd'hui, c'est devenu assez connu à quel point les jeunes accordent de l'importance aux avis et aux commentaires des influenceurs qu'ils suivent sur l'ensemble des plateformes social media. Et on peut recadrer les learnings de cette phase-là avec 3 points. Le premier, c'est les plateformes qu'on devrait utiliser. Et clairement, les réseaux sociaux émergeaient comme étant la plateforme principale pour 2 raisons. La première, c'est bien sûr le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on peut toucher à travers ces plateformes-là. Et la deuxième raison, c'est que, in fine, on apportera une réponse là où la question se posait. C'est-à-dire là où on était le plus critiqué, c'était sur les réseaux sociaux. Il était indispensable qu'on se positionne dessus pour apporter les éléments de réponse à travers la campagne qu'on avait menée. Puis le deuxième learning, c'est celui de temps de la communication, c'est-à-dire que sur l'ensemble des codes qu'on vient de dérouler, il fallait faire un choix et clairement, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on avait des moyens extrêmement limités pour pouvoir mener cette campagne-là, il était indispensable pour nous de démultiplier son impact à travers une logique virale où on avait cette notion de tag, c'est-à-dire un participant qui tag un deuxième et ainsi de suite. Et enfin, ce qu'on en tirait un peu de la cible et son comportement, c'est le fait que ces gens-là étaient déjà prédisposés à partager. Et donc, il fallait juste leur donner de la matière à partager. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a touché quand on a démarré cette campagne-là. Dès son début, dès le démarrage, il y avait une petite campagne que nous avions lancé avec Sad, où il avait fait une vidéo où il demande d'avoir un minimum de 2000 hashtags Memkench 2026 pour pouvoir se lancer dans cette aventure-là. Et on a atteint ce nombre-là dans un temps record. Donc voilà un peu, encore une fois, en post-rationalisation, comment on peut faire son immersion.
Dans le Canva que je vous avais présenté, il y avait d'autres éléments que vous pouvez prendre en charge. L'idée, c'est pas que vos stratégies digitales se ressemblent toutes, mais plutôt que vous vous adaptiez en fonction du contexte que vous avez. Là, clairement, le fait d'aller sur les codes de la communication par rapport à une cause nationale et citoyenne, en plus de l'analyse du comportement de la cible et de l'audience, est largement suffisant pour se lancer justement dans la phase conception et décider des partis pris stratégiques à la fois sur le contenu et sur le média. L'autre raison pour laquelle on ne peut pas être sur aussi une analyse de la concurrence, je rappelle que cette campagne-là, on l'a menée face au binôme, plutôt au Canada, États-Unis et Mexique, qui étaient les trois pays qui se sont portés en fait candidats en face du Maroc pour cette organisation de la Coupe du Monde. Et de mémoire, en fait, ils avaient pratiquement rien fait en termes de communication par rapport à ce sujet-là. Et donc, il n'y avait pas lieu à aller benchmarker et à rentrer dans le détail du benchmark de ce qui a été fait par nos concurrents, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas été actifs dessus. Ils ont choisi en fait le volet PR et toute la partie networking, etc., pour mener leur campagne. Maintenant, on passe à la partie conception. Donc, je rappelle que c'est là où on décide des parties pris stratégiques de notre campagne. Et donc, ce qu'on avait décidé dès le début, lors de la toute première réunion qu'on avait menée avec Saad et les membres de l'équipe créa de l'agence et quelques account managers et account exécutifs, c'est le phasing de la campagne. Et on était très clair par rapport à ce qu'il fallait faire dès le début. Et donc, il y avait deux phases à respecter au minimum. La toute première, c'est s'assurer d'avoir une campagne qui a ce potentiel viral-là, notamment grâce à cette logique pyramidale et qui tirera sa force d'une symbolique qu'on devait installer. Quand on a pris le benchmark de Ice Bucket Challenge, le cas de la symbolique pour eux, c'était le fait de se verser un seau de glace sur la tête. Dans notre cas, ça devait être beaucoup plus accessible pour s'assurer que un maximum de gens puissent y participer. Et d'où justement l'histoire du souffle qui pour nous permettait d'avoir un bon storytelling sur lequel je vais revenir dans la slide d'après. Et bien sûr, les célébrités avec cette logique de tag, on n'a pas des moyens, on n'avait pas des moyens qui nous permettaient d'avoir un accès à des célébrités un par un. Et donc, on devait utiliser chaque rencontre avec une célébrité comme étant un tremplin pour au moins deux, trois célébrités qui allaient suivre. Et la deuxième phase, c'est permettre aux Marocains de s'engager à leur tour et de reproduire cette symbolique-là en guise justement de participation, d'implication. Et pour nous, ça faisait aussi office d'un symbole fort de la réussite de cette campagne-là, si les Marocains s'approprient ça. Ça, c'était un premier signal. Et le deuxième était bien sûr le fait d'inverser la vapeur et qu'on voit de plus en plus de commentaires positifs par rapport aux commentaires négatifs qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Et donc, c'est important de décider d'un storytelling. Aller faire une mécanique de rencontrer des célébrités, c'est bien. Avoir une trame, avoir une histoire qu'on raconte, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'on avait fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, une liste de célébrités avec laquelle on pouvait démarrer. Et donc, ça arriver à aller chercher en fait les contacts un par un jusqu'à ce qu'on ait l'aval de chez Samuel et tout. Pour vous mettre dans la confidence et sans citer de nom, beaucoup de célébrités avaient refusé en fait de prendre part au tout début à cette campagne-là parce qu'on avait, avant même de démarrer, c'est-à-dire avant même de venir nous voir, Saad avait fait une vidéo où il critiquait un peu la FIFA. Et donc, pas mal de joueurs avaient refusé, leurs agents avaient refusé de prendre part à cette initiative-là, estimant que ça risque de leur créer un problème avec la fédération. Et donc, on a eu la chance d'ailleurs de démarrer par Samuel Eto'o, et puis de là, les choses se sont enclenchées comme vous avez pu le suivre à l'époque. Et puis la symbolique, on a vraiment passé en revue pas mal de pistes avant de s'arrêter sur le fameux ballon dégonflé
Et la symbolique de ce genre, une symbolique de ce genre a un double bénéfice. Le premier, c'est qu'on avait quelque chose qu'on pouvait faire facilement et que tout le monde pouvait faire. Donc, juste enregistrer une vidéo en train de souffler face à la caméra, ça, c'est accessible à tous. Et puis, le deuxième élément, c'était le fait d'avoir un élément physique euh, qui permettait en fait d'avoir un repère qui nous servait aussi comme fil conducteur dans les posts, notamment Instagram qu'on a fait tout au long et qu'on va voir tout à l'heure. C'est comme une forme de torche si on doit prendre une autre référence sportive qui est celle de la torche olympique. Donc, ça nous permettait aussi d'avoir cet élément physique qui venait un peu nourrir notre storytelling. Euh, et donc, on a lancé la campagne sur cette base-là, avec cette symbolique-là, et puis on l'a structurée. Et ça, c'est un autre élément de rappel par rapport à la séance d'avant. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut jamais, de chez jamais, rattacher le contenu à une actualité marketing, à une actualité produit. Une communication sur les réseaux sociaux devrait être structurée d'une manière relativement indépendante. Quand je dis relativement, c'est-à-dire elle tire sa force des lancements de produits et de l'actualité de la marque et de l'entreprise, mais elle ne doit pas en dépendre. Et donc, on a lancé donc l'opération plus ou moins avec cette structure-là. On avait des contenus hero, c'est-à-dire qu'ils avaient cette force-là de pouvoir rapidement viraliser la campagne. Puis, on a lancé un contenu engageant qui est la plateforme digitale. D'ailleurs, je peux passer à la slide d'après qui est la plateforme digitale, la plateforme web qui regroupait l'ensemble des contenus qu'on arrivait à récupérer ici et là et qui nous permettait aussi de centraliser l'ensemble des participations des Marocains qui se sont prêtés au jeu et qui ont exprimé leur soutien à l'initiative. Et enfin, en help ou bien hygiene, on avait tous les contenus social media notamment sur Instagram, en format stories et quelques posts qu'on faisait d'une manière régulière avant la publication de chaque vidéo. Et bien sûr, un effort énorme en community management où on était en fait derrière l'ensemble des plateformes de SAD où avec l'équipe on faisait justement la modération pour ce qui était dit, partagé, etc. Enfin, toute la partie structure média, je rappelle encore une fois que nous avions un budget extrêmement limité. Là encore une fois, pour vous mettre dans la confidence, on était parti sur un budget de départ de 8 000 $ qui devait nous permettre en fait de soutenir la communication sur les réseaux sociaux avant que la magie s'opère et puis que la- le volet viral prenne la main. Donc, si on devait faire cette campagne-là d'une manière structurée avec de vrais budgets, ça aurait pu ressembler à ça. C'est-à-dire on aurait pu mettre un budget relativement conséquent sur toute la phase hero, c'est-à-dire l'ensemble des contenus qu'on avait créés, à la fois pour soutenir nos vues sur YouTube et sur Facebook principalement, et avoir aussi quelques deals avec des plateformes de native ads et des sites premium pour mettre des bannières qui renverraient vers notre site internet et aussi intégrer du Google Display Network et du programmatic buy-in pour générer un maximum de trafic vers ces plateformes-là. La partie hub, encore une fois, on retrouve YouTube, Facebook, notamment pour soutenir cette fois-ci les participations des Marocains et en booster quelques-unes pour encourager les autres à faire de même. On aurait pu mettre du programmatic buy-in, notamment pour engager les gens sur la plateforme web qu'on a créée, avec bien sûr du Google Display Network et du social media avec de l'achat à l'engagement et générer un maximum de trafic vers notre plateforme respective. Et enfin, en hygiene, on aurait pu aussi soutenir cette initiative-là à travers un budget SEA, c'est-à-dire à chaque fois qu'une personne tape candidature du Maroc à la Coupe du Monde ou bien même Cannes 2026 ou un truc du genre, on aurait pu couvrir ces recherches-là et transférer du trafic vers notre plateforme. On aurait pu faire de même en programmatic buying encore une fois et en social media en fil rouge tout au long de la campagne. Malheureusement, on n'avait pas ces budgets-là et donc notre achat d'espace se limitait à soutenir, notamment avec des vues achetées au tout début, les premières vidéos qu'on avait postées.
Et sur les rôles, toujours sur les parties pris stratégiques de cette campagne-là, on avait trois principales plateformes social media qu'on avait coiffées. La toute première, c'est bien sûr Facebook pour toucher la masse. Et c'est là, en fait, où le nerf de la guerre se situait, puisque, comme j'ai dit, c'est là où on sentait le plus l'agressivité des Marocains par rapport à cette candidature-là. Engager les fans des célébrités, notamment sur Instagram. Instagram, vous le savez très bien, c'est un peu le fief de l'influence marketing aujourd'hui, qui est en train, bien sûr, d'être rattrapé par TikTok. Mais à l'époque où on avait mené cette campagne-là, c'était principalement Instagram, où on devait avoir une couverture, notamment avec les posts et les images qu'on diffusait. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, qui nous permettaient en fait de toucher par ricochet l'ensemble des fans de ces célébrités-là qu'on taguait à chaque fois qu'on postait un contenu qui les concernait. Et bien sûr, YouTube, là, c'est là où on pouvait et on devait s'étaler sur l'histoire, c'est-à-dire que c'est des plateformes qui permettent le format vlog, où on a des vidéos qui peuvent dépasser les 10 minutes et qui sont plutôt bien accueillies, parce que les gens qui les regardent, justement, s'attendent à ce que ce soit relativement consistant par rapport au format diffusé sur Facebook et sur Instagram. Donc ça, c'est les parties prises stratégiques, comment on a structuré la campagne et comment on a travaillé notre storytelling et bien sûr le rôle assigné pardon, à chaque plateforme. Sur le volet média que vous voyez ici, je le répète, c'est juste une simulation parce qu'on n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir en mettre autant. Maintenant, on passe à la partie créa. Comme j'ai dit la dernière fois quand je présentais le Canva de la Strat Digital, c'est là où on donne vie en écrivant un peu les scripts, en travaillant un peu sur les créas. On a fait par exemple une vidéo motion design pour expliquer sous forme d'introduction aux toutes premières vidéos le concept, étant donné que beaucoup de gens qui voyaient le deuxième épisode, par exemple, n'ont pas vu le premier, ou bien ceux qui voyaient le premier n'ont pas forcément vu la toute première vidéo qu'on avait diffusée pour expliquer le principe. Et donc, il était indispensable pour nous de développer ce type de contenu. Et donc, vraiment, c'est ce que vous devriez faire, encore une fois, comme j'avais expliqué la dernière fois. Si vous avez une équipe créative avec vous, le plus vous donnez vie à vos parties prises stratégiques, le mieux c'est pour que les gens qui vont valider votre approche puissent, se projeter et prendre une décision sur la base de choses factuelles. Donc, sur la partie création, je vais en dérouler quelques-unes, les créas qu'on avait développées. Là, le premier, bien sûr, c'était le naming et le logo. Donc, on a développé ce logo-là rapidement avec Saad pour pouvoir démarrer la campagne. Je vais revenir vers la fin par rapport au naming de la campagne, parce que c'était un long débat entre nous en interne. Euh, et par rapport à ce que ça pourrait générer comme conséquence si jamais on ne gagnait pas justement cette Coupe du Monde. Mais je vais revenir vers la fin par rapport à ce point-là. Donc, identité visuelle. Puis, on a aussi développé et écrit le script de la première vidéo d'appel à participation qui devait justement expliquer le principe de cette campagne-là que nous avions réalisé. Là, ce que vous voyez, c'est le rez-de-chaussée de nos anciens locaux sur boulevard Abdelmoumen que nous avions réalisé avec bien sûr l'incrustation de quelques exemples de Marocains qui avaient exprimé leur soutien avec les fameux hashtags qu'on avait demandé aux Marocains avant de démarrer l'aventure, une forme encore une fois d'implication avant même qu'on démarre. Puis, on avait monté le site web dédié à cette opération-là, avec encore une fois une structure qui permettait à la fois de suivre l'aventure de Saad en live, de suivre un peu la big picture, c'est-à-dire là où il s'est rendu jusqu'à aujourd'hui et quelles sont les étapes qui vont suivre. On a aussi intégré dedans un certain nombre de relais PR avec de la presse internationale, quelques télés qui ont parlé un peu de notre aventure. Et puis, bien sûr, la participation des Marocains, avec l'ensemble des Marocains qui se sont prêtés au jeu et qui ont posté des vidéos d'eux en train de souffler face à la caméra en guise de soutien. Les épisodes, on avait écrit en fait un script qui n'est
t'es pas limité parce que vraiment, Saad, il a cette force d'être un très bon storyteller. Il est super à l'aise quand il doit interviewer les gens, quand il doit échanger avec eux. Donc, on n'était pas dans le détail du script détaillé, mais plutôt on a juste mis en place les différents points à coiffer et qu'on retrouvait dans les différentes capsules. Et en faisant ça, ça nous permettait en fait à la fois une grille de lecture et une cohérence de l'ensemble des contenus que nous avions créés à l'époque et que ça avait mené avec brio parce que en déroulant un peu les rushs de l'ensemble des vidéos qu'il partageait avec nous, on était à chaque fois impressionné par la qualité des interviews, par la qualité des rendus et de la matière que nous avions pour pouvoir faire le montage pour le lendemain. Et on avait également décidé de la structure des posts social media. Je viens de vous parler un peu de l'importance d'avoir un élément physique. Donc le ballon était omniprésent et on avait en fait ce passage, en fait ce ballon qui était à chaque fois situé entre la célébrité et Saad qu'on retrouvait sur l'ensemble des posts qui ont été faits et qu'on utilisait comme post qui annonce l'arrivée d'une nouvelle vidéo sous forme de story ou bien sous forme de post Instagram. Donc voilà un peu les différentes créas qu'il va falloir imaginer dès que vous terminez votre étape parti pris stratégique, afin, comme j'ai dit, de pouvoir donner à celui qui valide pour vous votre budget et votre approche, lui permettre de visualiser un peu ce que vous vouliez dire quand vous détaillez avec lui les parties pris stratégiques. Et on attaque la phase déploiement. Là, je vais plus encore une fois dérouler pour vous plus les résultats de cette campagne-là et ce qu'on aurait pu améliorer. Je rappelle, et ça vous pouvez y accéder en allant sur la vidéo d'avant, celle où j'ai mis le Canva. L'idée, en fait, c'est de rentrer dans le détail des ressources dont vous avez besoin pour pouvoir mener une campagne. Dans notre cas, on était à peu près une dizaine de personnes au total qui se relayaient un peu sur le sujet parce qu'on était limite sur du 24 heures sur 24. D'ailleurs, une partie de l'équipe de SAD passait carrément la nuit à l'agence alors qu'on était en plein mois de Ramadan. Et donc l'idée un peu, c'est de se projeter sur les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir mener à bien votre campagne. Le deuxième élément, c'est le volet budgétaire, bien sûr, que vous devez mettre en face des KPIs. Donc, je rappelle que c'est les indicateurs clés de performance de votre campagne. Et donc, c'est là où vous expliquez comment on va arriver à un retour sur investissement par rapport au budget marketing, au budget digital qu'on est en train de négocier en interne. Donc sur ces slides-là, je ne reviens pas sur ces éléments-là. Encore une fois, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller voir la vidéo d'avant où vous avez le Canva avec beaucoup plus de détails. Là, sur le déploiement, je vous mets juste plus une notion de bilan par rapport à cette campagne-là. Si on devait améliorer quelque chose, on aurait pu en améliorer deux. Le naming et le logo, on aurait pu, si on avait le temps, encore une fois, faire un logo beaucoup plus recherché. Ça, c'est probablement un des points d'amélioration. Le deuxième, c'est le naming. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un long débat en interne et finalement, on a décidé, parce que le Memcached 2026 était déjà installé, et donc il était indispensable pour nous de maintenir en fait ce naming-là au risque d'avoir une répercussion négative après campagne. Et c'est plus ou moins ce qui s'était passé, où beaucoup de gens en fait revenaient sur ce naming-là pour dire bah effectivement c'était Memcached, etc. Mais encore une fois, je le rappelle, on n'avait jamais dit que cette campagne-là avait pour objectif de nous faire gagner cette candidature-là. Cette campagne-là a réussi son challenge, c'est celui un de la faire parce que c'était pas gagné quand on s'était lancé dedans. Et deux, le deuxième challenge était de faire changer de perception aux Marocains. Et quand on voit l'ensemble des commentaires positifs qu'on avait recueillis pendant cette campagne-là, c'était des centaines de milliers pardon, de commentaires qu'on récupérait et qui étaient pratiquement tous positifs par rapport à cette aventure-là. Et donc, pour nous, c'était mission accomplie par rapport à ce qu'on avait fixé comme objectif au début.
Puis le deuxième peut-être point qu'on aurait pu améliorer, encore une fois faute de temps, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait carrément des gens qui passaient la nuit à l'agence pour pouvoir suivre le rythme, notamment avec le décalage horaire qu'on avait avec SAD en fonction des pays dans lesquels ils se trouvaient. Et donc, on aurait pu travailler sur des montages avec des formats courts. Là, je voulais partager avec vous un petit audio sympathique de la part de Gad qu'il avait envoyé juste après la diffusion de la capsule avec lui. Il avait partagé un audio avec Sad où justement il lui disait, j'aurais aimé que le format soit un peu plus court, mais comme vous n'arrivez pas à entendre quand je diffuse à partir de ma machine, je vous décris en fait ce qu'il y avait. En gros, il lui disait que il avait vu ça, il avait posté pas mal de vidéos, etc. Et s'il y a un enseignement qu'il en tire, c'est le fait d'être straight to the point, aller directement au sujet et d'être le plus sharp, le plus court possible, de manière à ce que on ne perde pas les gens au bout de la X minutes de diffusion du contenu. Donc ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est vraiment très subjectif, c'est mon avis personnel. Deux points qu'on aurait pu améliorer si on avait bien sûr les conditions nécessaires pour pouvoir le faire. Et puis, un petit bilan de campagne sous forme de case study. Là, encore une fois, puisque vous n'arrivez pas à voir, je vais vous le mettre en commentaire de ce live-là, afin que vous puissiez le visualiser chez vous. J'arrive à la fin de mon document par rapport à comment on peut structurer, mener une campagne digitale de manière justement à en tirer le meilleur et de ne pas y aller sans pour autant avoir cadré, recadré les choses à la fois en interne et avec vos partenaires. Donc voilà, globalement, c'était tout pour moi pour cette séance. Donc je vais vous mettre en commentaire à la fois les benchmarks des codes de la com dont je vous ai parlé. Alors, ces exemples-là. Voilà, je vais vous mettre des liens qui renvoient vers des vidéos qui en parlent et je vais vous mettre également un lien qui renvoie vers le case study, vers le bilan de cette campagne-là avec l'ensemble des chiffres et les KPIs qu'on a réussi à atteindre à l'issue de cette campagne. Voilà, c'est tout pour moi. Je regarde juste les questions qui ont été posées. J'en ai une en fait et qui revenait, ça ne me choque pas, qui revenait à chaque fois. Non, en fait, en tout cas, nous, on n'a rien donné à Eto. Et à ma connaissance, effectivement, il était solidaire avec la cause, en rappelant quand même qu'il fait partie des ambassadeurs, c'est-à-dire un certain nombre de joueurs qui étaient ambassadeurs de cette candidature-là. Et donc, je suppose que ça fait partie des raisons pour lesquelles il n'a pas hésité à dire oui à Sad quand il l'a contacté, quand il a récupéré ses coordonnées de chez un partenaire associatif Assad qu'il connaît dans le cadre de ce qu'il fait pour l'association Bahri. Et Eto, effectivement, avait répondu présent. C'est pas une mince affaire parce que on a quand même dû courir pour confirmer avec lui le rendez-vous qu'on a eu finalement en Turquie. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on lui a pas donné un centime. Voilà, c'était la seule question que j'ai. Pour le reste des commentaires, alors je vois quelqu'un qui me demande est-ce qu'il y aura une partie question-réponse. Allez-y, je suis encore là. Tant que Badr n'est pas intervenu pour me demander de me barrer, je suis encore là. Donc allez-y si vous avez des questions. C'est maintenant ou jamais. Je rappelle aussi que la vidéo est enregistrée, et puis elle est diffusée sur YouTube. Donc, il y a pas mal de gens qui vont un peu être déroutés par rapport à ces moments de silence. Donc, je vais temporiser quelques secondes. Et puis, ce que je vous propose, c'est éventuellement de répondre à vos questions avec des commentaires si j'en reçois après coup. Donc voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, c'est un enregistrement, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et puis, je vous invite vraiment à regarder la séance d'avant où vous avez ce canevas-là que vous pouvez reproduire chez vous et utiliser.
Alors là, j'ai une question. Est-ce qu'on a eu un support, non pas au début, et puis quand les choses ont commencé à prendre forme, effectivement, on a été contacté par la fédération et par le comité de pilotage de cette candidature-là, qui nous a exprimé son soutien et qui s'est même proposé à nous rembourser les montants investis en début de campagne. Donc voilà, pour le reste des questions, je vais y répondre, je vais y répondre en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine, en sachant que enfin, je dois checker après avec Badr, mais il est fort probable que ce soit la dernière séance, pour moi en tout cas, mais on verra à maintenir la partie communication digitale et les séances sur le digital avec peut-être avec un peu plus de, entre guillemets, travaux pratiques, notamment sur le volet média. Je vais voir autour de moi et au niveau de l'agence si on peut vous organiser ça. Voilà, à la prochaine. Merci beaucoup.